Comment ça va tout le monde? Bienvenue dans une nouvelle visite d'univers d'éleveurs passionnés. C'est quelqu'un que j'ai rencontré avec son équipe au Reptilia de 2024, on s'est très bien entendu et il m'a proposé de venir chez lui, dans son orchérie, pour découvrir sa pièce tropicale, comme il l'appelle si bien, en tout cas ça donne envie. Sans plus attendre, allons découvrir son élevage entre lézards fabuleux, serpents passionnants et beaucoup plus encore. Je suis sûr que vous apprendrez un tas d'informations super intéressantes. Direction le Pas-de-Calais, toujours plus loin de chez moi, sinon c'est pas drôle, pour passer une journée dans l'univers de Loma Wild. Bon les amis, regardez où on est. Là je suis vraiment dans un cadre de malade mental, il y a des terrariums géants de partout. Je suis dans une serre tropicale, pour ceux qui ont peut-être deviné, je suis chez quelqu'un multipassionné. On va aller le voir directement. Mister Loma Wild. Hey! Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Comment tu vas? Ça va hyper bien, ça me fait bizarre de sortir mes petites phrases d'entrée, tu vois, le bien le bonjour, alors ouais. que je suis même pas sur ma chaîne à moi. Ça mec, c'est pas mal. moi ça me fait trop bizarre d'être dans ta pièce en train de tourner un truc ensemble, c'est trop bien. C'est génial. C'est exceptionnel. Alors faut savoir un truc, c'est que Dorian là il nous vient du sud de la France. Hein, quand même. Exactement. Donc vraiment, t'as quitté le sud parce que tout le monde le sait, c'est moins bien que le nord. Oui, mais bien sûr. Et du coup t'es venu dans le nord pour profiter de notre super cadre. Parce que là faut savoir que je suis vraiment à l'opposé de chez moi, genre là on est vraiment dans Clairement. le nord. En fait ça fait un moment qu'on avait prévu de se voir, de tourner ensemble et tout ça. Et je pense que c'est que le début d'une longue lignée d'ailleurs. Ouais, bah, c'est sûr. Comme on vient des Reptiliaras en fait qui viennent de se passer juste avant ce tournage, là, les Reptiliaras organisés par Steve et Charlotte des Reptiliades. 17 novembre exactement, 2025. C'est ça, on en a profité en fait pour faire un saut ici, bien manger, bien boire, de l'eau évidemment, Oui, de l'eau. bien sûr, ouais. Et tourner un petit peu. Il est en train de m'alcooliser les gars. Eh, coucou à Florine quand même qui est Bien derrière. sûr, Florine, comment ça va? En train de préparer le nourrissage des animaux parce que c'est le moment du nourrissage là tout de suite. Ça c'est incroyable. On va en profiter en plus de Ouais, ça, bah, c'est bien bien. sûr. On va faire un petit room tour, ça vous intéresse, ça t'intéresse? Tu veux un room tour? On présente des trucs? Mais bien sûr, attends, t'as des termes de malade, moi je suis chaud patate. On est en cours de travaux, on est en train d'améliorer la salle tropicale, on a bien avancé sur cette partie de la pièce et on a une salle d'extension, une salle de quarantaine qui est à côté, qui est en cours de travaux. Je vous montrerai ça tout à l'heure en mode avant-première, mais c'est vraiment parce que c'est d'Orient TD qui fait. Incroyable, C'est bon, vraiment ça. pour ça. C'est bien en fait qu'on arrive ici parce que j'aime bien ce coin-là, j'aime bien en parler en commençant parce que c'est le centre d'une salle d'élevage de reptiles. Il y a effectivement les installations, les animaux, l'entretien, tout ça, mais l'entretien justement, il faut le faire. Ouais, Et pour ça, il faut une zone de travail. Et la terrario, c'est avant tout un plaisir, une passion, quelque chose qui doit être agréable pour soi. Et c'est pour ça qu'il faut optimiser tout ce qui est chiant. Voilà. S'occuper des animaux, c'est à la fois merveilleux et à la fois hyper contraignant. Et la partie contraignante, il faut la minimiser. Donc nous, on a fait une petite zone là de travail où là, on prépare les nourrissages, quelques soins, même si maintenant les soins sont déportés dans la salle de quarantaine, et quelques petites préparations, manipulations, etc. Toute cette petite zone là, c'est un ébéniste qui a fait tout ça sur mesure pour nous, un copain qu'on connaît localement. Dessus, on range tout. Alors moi, je suis un peu maniaque des étiquettes. Mais je le vois, mais c'est bien. Moi, je suis meumeux avec ça. Donc vous voyez l'étiquette Florine, voilà, sur sa tête. C'est l'espace insecte nourricier là, sur les deux étagères qu'il y a là. On diversifie au maximum par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. C'est important en vrai. C'est important parce que c'est comme si nous, dans notre alimentation, on mangeait que tout le temps le même produit, ce serait vraiment pas bon pour notre santé. On développerait ce qu'on appelle des carences. L'idée, c'est de donner une nourriture qui soit riche pour nos animaux. Donc on va diversifier les espèces, même si c'est du grillon ou du criquet. On va avoir 3 espèces de grillons ici, 2 espèces de criquets, 3 espèces de vers différents, et en blattes on en a une multitude. Parce qu'on fait aussi de la collection de blattes, donc on a des blattes orientées ornement, mais on donne quand même une partie à nos animaux. On a aussi un élevage d'escargots qui est ici parce qu'il y a des reptiles qui aiment les escargots, on leur donne une partie. Voilà, c'est important de le noter. On a un potager, on a un verger avec des arbres fruitiers. Tout ça aussi, ça fait partie des éléments qu'on va pouvoir donner aux frugivores, etc. Les insectes eux-mêmes sont nourris d'une manière riche et diversifiée. Qui est également très important, ça faut aussi notifier. Un grand conseil pour tout le monde. N'allez pas dans l'animalerie du coin, achetez des insectes et donnez-les comme ça à vos reptiles. Je vous le déconseille. Nourrissez vos insectes entre 6 et 24 heures avant d'aller nourrir vos reptiles. Un grillon, en fait, il y a presque rien dedans. De base, c'est une espèce de petite carapace de chitine. Il y a rien, c'est de la peau. C'est ce qui va manger le grillon qui fera sa richesse, quoi, pour le lézard. Florine est justement en train de faire le process, là, regardez. Là, elle prépare quoi? Des grillons. Là, on a 2 ou 3 espèces dedans, Florine.
Là, on a 2 espèces, donc Aketa domestica, là, voilà. le classique. Bimaculatus. Bon, là, il est blanchâtre avec le calcium, mais sûr. normalement, il est noir. Quand on fait le nourrissage, c'est qu'on va en fait trier par taille. On va faire des bacs comme ça en plastique avec lesquels on va mettre les grillons qui sont à peu près de la même taille. Donc les T8 avec des jeunes criquets. À côté, on va faire des grillons de plus petite taille, donc des T6, etc. Comme ça, en même temps, dans une poignée qu'on va donner dans un terrarium, il y aura une poignée de criquets, de grillons assimilis, de grillons bimaculatus, de grillons domestiques, etc. C'est pas mal, ok. C'est ça le délire. Une cuillère de calcium là-dedans, on va rajouter du pollen. Une fois par mois, à peu près, toutes les 3 semaines, on va rajouter de la vitamine. Ok. Moi, j'aime bien travailler avec la marque Reptile System. C'est de la D'accord. qualité et c'est appétant et c'est riche. Vitamine de Reptile System et par contre, à chaque nourrissage, on saupoudre de pollen. Donc le pollen, on a plusieurs marques. On va avoir du Repti Tracker et on va avoir du Necton. Ce que je vous disais tout à l'heure dans le fait que ce soit pratique, c'est facilitez-vous la vie. Vous voyez, là, on arrive, on a un plan de travail. Hop, on attrape, on remet, C'est ça, on bien attrape, sûr. tout est autour. Organisation, hein. Et une petite clé du succès, Le pollen. le pollen en pelote. Bien sûr. Au nourrissage des insectes. Parce que en fait, les insectes dans la nature consomment du pollen. En se promenant, les insectes, ils vont avoir des morceaux de pollen qui vont se coller sur leur surface cutanée. Il va y avoir dans leurs petits interstices des grains de pollen qui vont s'insérer et tout. Ouais. Et quand le lézard insectivore va attraper l'insecte, faut comprendre qu'il va attraper tout ça. Le pollen digéré et le pollen en surface de peau. C'est ce qu'on essaie un peu de reproduire ici chez Loma Wild dans nos nourrissages. Eh ben t'as bien raison. Tu parles un peu de Loma Wild. Est-ce que tu peux nous présenter un peu qu'est-ce que tu fais? En tout cas dans la terrariophilie. C'est vrai que je me suis pas présenté. Il s'est même pas présenté. Je suis pas présenté. Je vais te présenter là-bas, regarde. Yes. Là-bas, ça va être magnifique. Ça va être un peu plus beau. Voilà, regardez-moi ça. En fait, Loma Wild, on est beaucoup de choses. C'est avant tout une chaîne YouTube. C'est la création de contenu. On fait des vidéos sur des thématiques très diverses sur la terrario française et la terrario globale. Je dis française, mais un petit peu belge aussi bientôt. J'aime beaucoup avoir une approche journalistique de ce qu'est la terrario en France. On va énormément mettre en avant les entrepreneurs français qui créent, qui prennent des risques pour la terrario, des éleveurs, des centres d'élevage, des créateurs d'art. Je pense à Benoît Delorme, Ben Beauty Bugs, qui fait de la naturalisation d'insectes. Tout ça, c'est aussi un peu notre monde. Bien sûr. Il va y avoir le terrascaping, il va y avoir aussi les invertébrés, Didipus, etc. Il y a énormément de choses. Franchement, c'est impossible d'en parler, ça Bien revient. sûr. Alors, on peut reparler des Non, mais bien reptiliades, sûr, on peut c'est reparler de exactement tout. ça. C'est ça, ouais. Parce que les reptiliades aussi, c'est-à-dire ceux qui créent de l'événementiel pour la terrariophilie, tout ça, ça me passionne. Donc je veux voir tout le monde, je les mets en avant, je les invite chez moi, et on fait plein de types de formats en fait de création de contenu, du type reportage, tel qu'on verra un reportage sur Arte, sur France 5. Ok. On va faire des petits lives de temps en temps, juste pour animer notre communauté, montrer un peu les nouveautés de notre salle tropicale. On va faire des vidéos tuto, vulgarisation sur par exemple comment préparer un substrat, comment faire du terrascaping, comment faire du bouturage de plantes. Et on va faire des vidéos un peu plus dans le dur, parce que je suis un véritable passionné de terrariophilie, je suis moi-même éleveur terrariophile amateur, pour le moment non capacitaire, mais je suis en train de préparer un dossier depuis un moment, un dossier de certificat de capacité qui est en cours. Donc voilà, il y a beaucoup de choses sur ma chaîne. Il y a beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que on met toute notre énergie pour faire un travail de qualité au maximum de ce qu'on peut. La chaîne Loma Wild, je pense que s'il y a bien quelque chose qu'on peut dire, c'est ça, c'est qu'on essaie de faire des vidéos exhaustives, complètes, avec un travail audiovisuel complet, en fait. C'est pour ça Concret. que j'aime beaucoup ta chaîne, c'est que c'est très quali. Merci beaucoup. Non mais c'est vrai, hein, que ce soit le son, les images, etc. Bah, Enfin, de toute façon, je mettrai ta chaîne en lien, mais C'est vraiment sympa. c'est normal, bah quand même. Et quand on débarque en tournage, par exemple, je pense aux Reptiliades, ce qu'on avait fait, on est quand même une équipe complète, quoi. On est une C'est équipe, ça. hein. Il y a un preneur de son à la perche, etc. Voilà, on monte c'est un un plateau vrai en univers. hauteur, on essaie de faire un travail qui se rapproche de ce qu'on va appeler du télévisuel. On a aussi des projets événementiels, type ludique, divertissement, c'est-à-dire on veut créer du jeu, comme on a fait avec un concours qu'on a créé qui s'appelle Top Terra. Top Terra, c'est l'équivalent d'un Top Chef, vous voyez, Top Chef, l'émission de cuisine, mais en version terrascaping. Et ça, c'est une branche dans laquelle on se plaît particulièrement, on s'éclate, et c'est trop bien. On a un truc avec des chefs, des coachs, machin, qui s'appelle les Captain carrément. Terra, des équipes qui s'affrontent. Il y a de la hype, d'ailleurs, la saison qui va sortir en 2026, ça va vraiment être pas mal. Top Terra, c'est un truc qui a ramené quand même un consortium de 8 entreprises sponsors qui ont financé tout. C'est une première en terrario française. Le plus important, au lieu de parler de Loma Wild, c'est de parler de la terrario, parce qu'on est surtout une chaîne au service de la terrario française. Qu'est-ce que c'est beau ça. Voilà ce qu'on est. Bah écoute, maintenant qu'on est dans cette belle pièce, Je vous montre des trucs. que tu veux, voilà. Si t'as un sens de visite, par exemple, tu veux qu'on commence là-bas, qu'on fasse Ouais, ça. ouais, on peut faire ça. Et bah allez, c'est parfait. Bah là du coup on retourne au coin où il y a Florine qui est en train de préparer le nourrissage. Là on va avoir la partie isopode. On travaille le bioactif. On a fait des vidéos sur le sujet avec Quentin Pohu, Clément Pigot. Les isopodes, donc les cloportes, les colamboles, c'est des petits invertébrés qui vont dégrader la matière dans les sols et la rediffuser. Tout ça, ça va générer des sels minéraux dans les sols qui vont être repris par les racines des plantes. Elles vont pousser avec la lumière, la photosynthèse, etc. Ouais. Donc on travaille un petit peu les terrariums
terrarium de cette façon-là. Voilà, comme ça les déchets qui tombent au sol sont recyclés, transformés en plantes. Bien sûr, en bioactif quoi. C'est pas magnifique ça? En termes d'élevage, on est spécialisé principalement dans ce qu'on va appeler les dragons, les lézards arboricoles d'Asie du Sud-Est. D'accord. Particulièrement le genre Gonocéphalus. Je sais pas si vous connaissez bien, moi en tout cas je suis mordu de ça, venez voir ma chaîne. C'est des lézards magnifiques, d'ailleurs c'est les plus beaux lézards du monde, hein. Tout comme le Nord est la plus belle région de France. Les Gonocéphalus sont les plus beaux lézards du monde. On a plein d'espèces différentes de Gonocéphalus. C'est ma passion dans la terrario, hein. C'est des espèces qui ont été prélevées dans la nature, faut le savoir. Je l'assume complètement. À l'instar des autres espèces qui ont été prélevées dans la nature par le passé, je pense au gecko à crête, c'est hyper important de garder en tête que c'est pas une action de destruction de la nature de faire ça, puisque pour connaître ces espèces et pour pouvoir les reproduire en captivité, si plus tard il y a des programmes de conservation qui se lancent sur les Gonocéphalus, il faut les connaître, il faut les étudier, il faut expérimenter. Et on l'a fait avec tous les autres espèces qu'on a en terrario, gecko léopard, gecko à crête. Voilà, et je veux faire la même chose avec les Gonocéphalus, et il se trouve que depuis quelques années on a certains succès, puisqu'on les reproduit, en tout cas pour 2 espèces d'entre eux de manière pérenne, c'est-à-dire cyclée, avec des femelles différentes, etc. C'est assez chouette. Et en serpent, on va avoir exclusivement pour le coup des Goniosoma. Donc les Goniosoma, c'est un genre de couleuvre asiatique, arboricole, d'Asie du Sud-Est également, donc de la péninsule malaise jusqu'à l'Indonésie, etc. D'accord, ok. T'as combien du coup d'espèces de gono? 7 espèces de Gonocéphalus et Goniosoma, 5 espèces, ouais. Ah ouais, quand même. Après, on a quelques autres espèces qu'on a historiquement, parce que quand j'ai commencé la terrario, j'ai voulu tester plusieurs choses avant de m'expertiser. Des espèces plaisir. Ouais, tout ce qui est on va aller voir après. Voilà. Ouais, même un peu de varan, voilà. Ça, c'est un terrarium de Goniosoma hainanensis. C'est marrant qu'on commence par eux parce que c'est vraiment pas les plus communs. C'est même les Goniosoma les plus rares que j'ai. On est sur des bêtes qui vont avoir un appendice nasal exactement similaire à ce qu'on aura sur Goniosoma boulangeri. Il y a des différences entre les 2 espèces. Le Goniosoma hainanensis vient de l'île de Hainan. Comme beaucoup de choses qui se passent quand il y a une espèce qui finit isolée sur une île, il y a des différences phénotypiques qui vont se manifester. Phénotype, c'est l'expression physique d'un gène. Ce à quoi on ressemble est défini dans notre génome par des informations génétiques qui sont contenues, ça s'appelle des allèles. Et en fait, certaines sont récessives et d'autres non, dominantes, etc. Et les allèles qui vont s'exprimer vont définir la forme qu'on a, et c'est ce qu'on appelle le phénotype. Ces Goniosomas-là ont un phénotype similaire à boulangeri, mais un petit peu différent. Au niveau de la tête, on va pas avoir le même nombre d'écailles. Sur la zone entre l'orbite et le museau, il n'y aura pas la ligne d'écailles noires qu'on aura sur boulangeri. Là, on va avoir des écailles plus fines et il y en aura plus. Ok, d'accord. Ils m'ont l'air un peu plus petits pour l'expérience que j'en ai. Après, peut-être qu'ils vont continuer de grandir, mais c'est des adultes qui se reproduisent. Donc pour moi, ils ont déjà atteint une taille assez conséquente. Et au niveau de la couleur, j'ai un mâle qui est particulièrement bleuté. Il est absolument magnifique ce mâle, la femelle est plus verte, le mâle est plus bleuté. C'est hyper chouette, ils sont cool, ils sont un peu plus mordeurs que mes autres Goniosoma, ils sont complètement cinglés de l'eau, ils passent énormément de temps dans l'eau. Bon après voilà, on va avoir des geckos à crête, ce terrarium aux vitres dégueulasses, et c'est un terrarium de Gonocéphalus aboti. C'est mon préféré. Alors ça c'est un sujet, tu vois. Ils ont été connus longtemps en tant que Gonocéphalus doriae. Tout le monde disait le doriae, voilà. En montrant en fait le faciès du Gonocéphalus aboti. Il se trouve que, en termes de taxonomie, donc la classification, le fait de nommer les reptiles et de les classifier, ils étaient confondus pendant une période. C'est devenu séparé en 2 sous-espèces avec Gonocéphalus doriae aboti et Gonocéphalus doriae doriae. Et aujourd'hui c'est séparé. C'est 2 espèces distinctes. Gonocéphalus aboti pour ceux qui sont sur la péninsule malaise et Gonocéphalus doriae pour ceux qui sont sur l'île de Bornéo. Cette jolie femelle là que tu peux voir là, elle s'appelle Salsa, elle est verte. Dans cette espèce là, en fait le mâle est orange et la femelle est verte. Et les espèces de taches blanches que tu peux voir, les écailles qui ont l'air un peu dégueu, abîmées, c'est juste que ça mue par partie. Elle mue par partie, écaille par écaille. Il y a pas mal de lézards qui sont comme ça. Tiens, je suis content de te montrer ça là, des petites femelles Gonocéphalus caméléontinus. C'est l'espèce que tu peux retrouver le plus souvent, c'est ça? C'est marrant parce que c'est la plus grande incompréhension que j'aurais de ma vie. Je pense que c'est juste une histoire de facilité de capture avant tout. Le Gonocéphalus caméléontinus, c'est le plus connu des gonos. C'est l'emblème de l'Oma Wild, c'est notre logo. C'est un Gonocéphalus avec un nœud papillon. Allez savoir pourquoi. C'est absolument pas l'espèce la plus solide et la plus facile à élever. Ah ouais, sérieux? Pas du tout. Pourquoi? Ils sont fragiles, ils sont sensibles, ils se chopent beaucoup de maladies très rapidement, surtout pour les spécimens d'import. À reproduire, c'est pas non plus les plus simples. Ça veut pas dire que c'est archi dur, c'est carrément pas eux les plus solides, mais vraiment pas. Pourtant, sur le marché, c'est les plus disponibles à la vente, c'est les plus connus, communs, etc. Et les plus solides de toi, tu dirais que c'est lesquels? Gonocéphalus grandis est de très loin le plus solide de tous. D'accord. J'ai installé partout dans la pièce une cartographie de capteurs connectés, de domotiques tout simplement, qui sont pas dans les terrariums, mais dans la pièce, à plein d'endroits.
endroits, il y en a partout. Là, celui-là, c'est celui qui est au niveau des cloportes, hein, qui sont actuellement à 27 degrés. Voilà, qui va me sortir l'hygrométrie, la température et tout ça, mais de manière connectée. Donc j'ai une appli en temps réel qui permet aussi de gérer des seuils hauts, des seuils bas, etc. Ah, c'est cool. J'aime bien être carré. Ouais, mais t'as raison, c'est bien. Savoir quelle est la zone la plus fraîche, quelle est la zone la plus chaude de la pièce, etc. Comme ça, je répartis pas mes animaux en fonction des terrariums disponibles, mais je les répartis en fonction de la température globale de la pièce hors chauffage intérieur des terrariums. Je vois. Ce qui fait que j'ai pu mettre ma Gonocephalus robinsoni à une zone où la température est fraîche. Vous voyez là, je vous ai montré un thermomètre à 27, il n'y a pas de cut là, regardez, hop. Je prends mon thermomètre là où il y a mon robinsoni. Du coup, c'est lui, ouais, c'est ça. C'est ça, elle s'appelle Mara. Bah dessus, on est à 17 degrés au niveau du sol. Putain, c'est fou la différence qu'il y a. Voilà. C'est deux petites femelles, mais je les adore. Voilà, c'est magnifique, hein. C'est vraiment beau. Hein. Donc deux petites femelles Gonocephalus caméléontinus. Sa mère à elle est orange et sa mère à elle est verte. Les Gonocephalus, c'est des lézards qui grandissent très lentement. Ils naissent extrêmement petits. Hein. Ouais, ça peut vivre combien de temps en général, les gonos? Bah, j'en élève pas depuis assez longtemps pour te prouver de mes yeux, je suis encore un peu jeune quand même, que ça peut vivre 15-20 ans. Mais dans la théorie des agamidés arboricoles de cet acabit, c'est censé vivre une quinzaine d'années. Ouais. Et après, du coup, pour celle d'en bas, t'as des choses particulièrement à dire ou pas? Ça vit entre 17 et 23 degrés. Ça, c'est vrai que c'est fou. Ouais. Ça a été découvert par un explorateur, un chercheur, un herpéto qui s'appelait Robinson. C'est marrant parce qu'il y a une zone où en Malaisie, il y a des chutes qui s'appellent les chutes de Robinson. Ok, d'accord. Et on peut aller observer là-bas, il y a des Gonocephalus robinsoni. Ce que je peux dire en tout cas sur le spécimen en lui-même de Mara, elle en a vu de toutes les couleurs, qu'aujourd'hui, en plus d'être très gentille, hein, elle a survécu à l'impossible. Vous voyez son museau, son roi serait particulièrement dégradé et abîmé. Ah, c'est vrai. Hein. En fait, elle s'est démolie la mâchoire. La peau de sa mandibule s'est complètement désolidarisée de sa mâchoire osseuse. Wow, oui, d'accord. Et bon, en général, quand on voit des trucs comme ça, on se dit c'est foutu. Ouais, c'est foutu, ouais. Et pour le coup, je travaille avec un vétérinaire très compétent qui s'appelle Pierre-Maxime Delattre, qui se donne vraiment du mal en termes de recherche sur les espèces qui soignent. Avec elle, il a fait un travail de Frankenstein, quoi. Il a recousu la peau, en faisant des tours autour de la mâchoire avec un fil et tout. Incroyable. Oh. Elle va hyper bien, elle mange hyper bien, elle est un peu grosse, elle est magnifique. Tout va bien. On enchaîne? On enchaîne, mec. Là, cette fois, on arrive dans la grande partie de la pièce. Il y a des animaux, je connais même pas. Bah là, c'est du en cours, hein. Là, c'est du en cours, tu vois. Tout n'est pas encore aménagé. Il y a le terrarium du Téju en dessous qui est vide. Donc le Téju, là où on tourne en ce moment, il est en pleine période d'hibernation. Donc quand c'est comme ça, on le met dans une caisse, dans une zone fraîche, presque froide de la maison. On va préparer ça pour son retour à la vie normale après l'hiver. Et on a des gros projets de terrascaping, mais ça, j'en dis pas plus. Voilà, ça, on verra en temps et en heure. Alors une observation vraiment magnifique qu'on peut faire. Là ici, on a une espèce qui s'appelle Gonocephalus belli. Des dragons des forêts, parce que leur nom vernaculaire au gono, c'est les dragons des forêts, qui sont plus petits. Ok. Mais là, on est en train, en direct, de voir une parade nuptiale entre le mâle et la femelle. Au début, alors en général, ça la saoule, elle se barre, etc. Et au bout d'un moment, elle va se mettre à lui répondre, et c'est elle qui va être demandeuse. Lui va s'arrêter de bouger, et c'est elle qui va se mettre à hocher de la tête. C'est une observation phénoménale. Voir ça en captivité, c'est trop bien. Eux là, ils sont incroyables. Ah, les Lophosaurus Dilophosaurus. Alors ça, je connaissais pas du tout, tu vois. C'est une espèce qui est un peu plus méconnue. C'est les dragons des forêts couronnées. C'est très proche des Gonocephalus dans le sens où c'est les agamidés arboricoles d'Asie du Sud-Est. Donc là, en plus, ils ont la position qui va bien. Ouais, c'est clair. Je suis en plein tournage avec Dorian et je vais faire une story. Donc ça, c'est Dorian TD. Voilà, il est chez moi et il est en train de filmer quoi? Il est en train de filmer ça. Le mâle qui est là. Le mâle, du coup, il est rouge. Il s'appelle Grimlock. Il est en forme rouge, exactement. Bon, là, il prépare une mue, donc il est plutôt pâle. D'accord. Orange fluo au niveau du dessous de la queue, de ses épines sortantes et de l'intérieur de sa bouche au niveau des muqueuses et de la langue. Ah, c'est fou, hein. Et la femelle, qui s'appelle Nebira, qui est parrainée par un copain qui s'appelle Nebiros. D'accord. Elle est trop belle. Vert jaune, moi je trouve ça magnifique. On est sur une espèce assez magnifique. C'est assez grand, t'as vu, c'est costaud. Ah ouais, c'est adulte, on est d'accord. C'est ça. Pas plus grand quand même, parce que... La femelle va grandir encore un peu, c'est une jeune adulte. D'accord. Lui, c'est un gros mâle. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de beau que tu aimerais nous montrer? Bah ici, tu vois, j'ai un ensemble de terrariums. Ce qui est trop pratique, tu vois, c'est la marque Reptizo. Parce que ça permet de stacker les terrariums les uns sur les autres. C'est vrai que c'est clean. Et de pouvoir choisir sur les côtés si tu veux du plein ou du grillagé et tout, c'est trop bien fait. Bien sûr, ouais. Là, en plein milieu, là, juste devant, les deux gros dalleux, là, qui ont super faim, c'est une espèce que j'ai depuis longtemps. C'est des Varanus tristis tristis. Et là, pour le coup, on est très éloigné de mes dragons. Ouais. Parce que c'est des varans. C'est des varans australiens qui ont une taille petite, comme ça. Hein. Les adultes, ils peuvent faire jusqu'à 80 cm pour un gros mâle, en forme vraiment pure tristis tristis, avec la tête noire, etc. En fait, je dis deux fois tristis parce que l'espèce, c'est Varanus tristis, qui est divisée en deux sous-espèces qui se sont partagées les territoires d'Australie. Selon l'endroit où tu vas trouver des Tristis orientalis ou des Tristis tristis. D'accord. Et même au sein des Tristis tristis, tu vas avoir plein de formes différentes. Le truc, c'est qu'en captivité, avec les nés captivité, parce qu'ils sont nés captivité, parce qu'on n'a plus le droit de prélever de la faune australienne, c'est interdit, on peut pas importer ça. En captivité, on a mélangé les deux sous-espèces. D'accord. Orientalis, tristis. Ce qui fait qu'on a des formes
qui sont pas vraiment les mêmes qu'on aurait dans la nature. Ouais, t'as pas du sang pur, quoi. C'est ça. Si tu te retournes 2 secondes, il y a Florine en train de donner à manger à l'iguane. Oh là là. Lui, c'est L'iguane, Toruk. il est beau, hein. Toruk, c'est un iguane sélectionné de souche thaïlandaise, axanthique bleu. La sélection génétique qui a été faite sur lui au-delà de sa couleur, hein, c'est qu'il va avoir un fanon plus développé à l'âge adulte. Déjà, il est déjà pas mal. Et une crête plus développée. En revanche, il sera plus court qu'un iguane de ferme américaine, par exemple, ou sauvage. D'accord. Axanthique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la peau ne peut plus générer de pigments jaunes. Il y a l'allèle qui fait qu'on génère du pigment jaune au niveau phénotypique, il va pas s'exprimer, ils vont pas pouvoir faire de jaune. Or, comme un iguane en forme de base c'est vert, quand on fait vert moins jaune, ça fait bleu. Ça fait bleu, ouais. Alors ça, c'est mes gonostar. C'est ceux qui sont le plus solides, entre guillemets. C'est les plus résistants, honnêtement, mais vraiment. C'est Zao et Mia, c'est un couple de Gonocéphalus grandis que j'ai depuis vraiment un moment. Je dois les avoir depuis 2021. Bon, ils sont absolument sublimes. Ils ont un terrarium qui est adapté à un élevage de Gonocéphalus dans le sens où on va avoir de la lumière et de l'ombre. Ça, c'est un truc que je me tue à dire à tout le monde. Mettez des zones d'ombre dans votre terrarium, surtout si vous faites de la gamidée, parce que ils vont vraiment se mettre à l'ombre dans la nature, dans la forêt tropicale. Vous croyez que c'est quelques branches et de la lumière? Non, pas du tout. Il y a des cachettes, etc. Pendant la période d'acclimatation, il faut l'habituer à l'être humain. Donc là, il faut pas faire trop de cachettes. Pas faire trop de cachettes, ça veut pas dire faire aucune zone d'ombre. Ça veut dire que vous mettez une zone qui est protégée de la lumière qui vient par le dessus du terrarium, mais qui, quand le lézard va se cacher en dessous pour s'abriter de la lumière ou des UV, etc., il vous voit et vous le voyez. Comme ça, vous lui offrez pas des cachettes qui font qu'il va détester les êtres humains parce qu'il les aura jamais vus, il va être stressé, machin. Il va être exposé à l'humain, mais il sera caché de la lumière. Bah, faut trouver un juste milieu, bien Bah oui, ils aiment bien avoir des zones d'ombre, ça va être là, c'est normal, ils vivent dans un endroit. Ça se voit bien, c'est vraiment contrasté, c'est cool. Il a une crête sur la tête, une crête sur le dos, 100% faite de tissus mous. Elles sont pas osseuses, il n'y a pas de pic qui vient de la colonne vertébrale pour faire la crête, c'est complètement mou. Il y a que les mâles qui l'ont, la femelle elle l'a pas. Elle a une mini crête, voilà, elle a petites épines tout le long. Le dimorphisme sexuel, il commence à apparaître à partir d'à peu près 1 an. Pareil, je suis con avec ça, mais moi, tous mes animaux, je leur mets des bacs pourris, plastiques, vous me dites tous que c'est pas beau, des fois je me fais critiquer. Bon, déjà, je suis pas le meilleur en plantes, en terrascaping et tout, mais je veux surtout que... Pratique. C'est ça. Bien sûr. On parle de lézards qui vivent le long des rivières, dans l'espace sauvage. Ouais. C'est des animaux qui, mis dans un terrarium, ils vont avoir vraiment des besoins d'eau importants pour se baigner, c'est-à-dire absolument tous les jours. C'est des lézards qui boivent beaucoup, qui ne boivent qu'au pulvé ou avec de l'eau en circulation, qui doit être propre, et qui se baignent. Ils se baignent pour faire leurs besoins, ils se baignent pour s'enfuir, ils se baignent pour se sentir bien, ils adorent être dans l'eau. Et ensuite, c'est marrant, ils vont toujours dans les hauteurs se sécher. Et c'est pour ça que moi j'ai des terrariums à 3 faces ventilées. Quand ils sont en haut, c'est sec, c'est ventilé, et ils vont se sécher en hauteur. Ça les préserve des bactéries, puisqu'on sait très bien que là où il y a de l'humidité avec du substrat, il y a des nids bactériens qui vont se faire. Ça m'a fait d'ailleurs vivre des grosses galères quand j'ai commencé avec les Gonocéphalus. Je mets des bacs qui ont au moins 20 cm de profondeur d'eau, quoi. Et tous les matins, vous allez voir, ils vont aller dedans, ils vont me mêler tout au fond, mettre leur tête tout au fond parfois. Le Gonocéphalus va juste placer son museau à la surface et il laisse tout son corps en apesanteur dans l'eau comme ça. Et ça, c'est factuel, c'est très intéressant à observer. Et en fait, ils font ça tous les jours. C'est quand même des lézards pas comme les autres. Ça, c'est un Tilica gigas. C'est le 5 à langue bleue. Lui, il est pas comme les autres. Parce que la plupart des 5 à langue bleue, ils vont avoir des couleurs marron. Mais là, on est sur du jaune, vert olive. Et c'est la forme qui s'appelle Keiensis. Donc qui vient de Kei et Ensis, c'est un génitif en latin. C'est un complément du nom, ça veut dire qui appartient à, qui vient de. Donc c'est le Tilica de Kei. Et Kei, c'est le nom d'une île qui est à l'ouest de la Nouvelle-Guinée. Il y a que là-bas qu'on les trouve. Et sur l'île de Haru. C'est les poubelles de la salle tropicale. Ah ouais, c'est vrai. Ça mange tout. Ça va manger de la viande, ça va manger des fruits, des légumes, du repachi, des insectes. Ça adore les escargots. Ils adorent les escargots, un truc de fou. C'est aussi pour ça qu'on élève des escargots ici. D'accord. Pour les Tilica. Et après, on va avoir des serpents ici. Je vais vous montrer mon Goniosoma préféré. Donc il est encore un peu jeune. C'est Goniosoma jansseni en forme classique. Wow. Et celui-là, c'est un très beau spécimen. Ouais, ça c'est exceptionnel. Donc il a une couleur un peu jaune verdâtre, c'est très dur à expliquer. Ouais, c'est vrai. Le reste du corps noir, mais c'est un noir profond, intense, noir de jet. Là, il prenait son bain, il était dans l'eau, il était bien. Tranquillou. Oui, il s'appelle Sula, c'est son prénom. Le serpent à queue noire de Sulawesi, le nom vernaculaire. Ok, trop stylé. Voilà. Et c'est le plus grand des Goniosoma. À l'âge adulte, les femelles font jusqu'à 2,40 m. J'aimerais bien qu'on passe à celui-là. Parce que hier, tu m'as montré, hier soir qu'on est rentré. Ça, c'est mon animal en fait le plus rare. C'est le plus rare parce que personne connaît. Un gecko de Nouvelle-Guinée-Papouasie, c'est un Cyrtodactylus irianjaya ensis, d'une grande taille pour un gecko. C'est pas les plus grands, ça va être plus petit qu'un tauquet, ça va être plus petit qu'un Iacanus adulte, mais c'est grand. Il m'a fait halluciner. Et on va avoir des yeux qui seront couleur rouille en fait. Très beau, vraiment, je suis ravi d'avoir cette bête. Tu m'étonnes. Elle, on l'habitue pas trop à l'humain parce qu'on est content. Elle s'appelle Louise, c'est une femelle. Louise. On la voit en mode sauvage la nuit quand on vient parce qu'elle ne sort qu'en pleine nuit noire. La journée, elle est cachée, 100% cachée. Elle est en mode sauvage la nuit, elle est farouche et tout. C'est trop bien à observer.
et ça crie super fort. Ah ouais, ça gueule. Elle fait des cris mais super puissants. Ah ouais. Vraiment. Tu me parles de mon grand Terra, ouais, en Bien effet, sûr. je suis bien content, mais l'autre il s'est caché dedans. Bon, après, tout le monde le connaît, hein, celui-là. Lui, c'est Kuat, c'est un Varanus beccari. C'est le varan noir arboricole. C'est exceptionnel, hein, ça. Qui fait partie du complexe Prasinus. Ouais. Le complexe Prasinus, c'est un complexe phylogénique dans lequel il va y avoir un certain nombre de varans arboricoles d'Asie du Sud-Est, comme le fameux Varanus Prasinus, hein, le varan émeraude. Nous, on a un spécimen mâle, beccari, donc tout noir. Il te fuit ou t'arrives à le manipuler quand Kuat, même c'est un ange. Il se manipule hyper bien. Ah ouais. Le truc, c'est que c'est un vrai fouineur. Et là, en fait, on lui a fait un terrarium avec des troncs pour qu'il ait de l'espace, comme des Ouais, il est troncs super d'arbres, il beau. peut aller partout. On n'a pas encore mis les plantes parce que ça va être terrascapé. C'est un filou parce qu'on avait bouché tous les trous du tronc. On a tout bouché. Il a réussi à se creuser un trou. Je sais pas comment il a fait. Du coup, il s'abrite dans le tronc, il est content. J'aimerais bien que tu me parles aussi de ton abronia. Il est dans ton salon. C'est des lézards du Mexique, vachement ouf, qu'on va retrouver dans des zones très précises des forêts mexicaines. Pour le mien, Taeniata en tout cas, c'est celui qui est noir et blanc là, Ouais. le mien s'appelle Orion. Ils vont vivre dans des forêts primaires, dans des très grands arbres centenaires, etc. Ce qui fait qu'ils vont monter, ils vont évoluer dans tout ce qui est mousse, Ok, Tillandsia, Broméliacées, ils vont évoluer dans ce monde-là, d'accord. aérien, hyper aérien, et s'exposer à un soleil extrêmement lumineux en hauteur. Par contre, avec un niveau de chaleur extrêmement réduit. C'est en hauteur, c'est parfois même brumeux, et ça descend vraiment très très vite. Je connais quelqu'un qui y était allé, en à peine quelques mètres d'évolution, on était descendu déjà à 13 degrés, on en a retrouvé à 0 degrés les uns contre les autres à l'intérieur d'une Ouais. branche d'arbre. Moi l'hiver, il va tourner à 10 degrés, tu vois. J'ai fait D'accord. une vidéo, hein, la minute animale sur les abronias, Ah, voilà, on les mettra, on mettra tout. impeccable. Ah oui, impeccable. bien sûr, quand même. Je vais te montrer la véritable forme de Doriae, le fameux Gonocéphalus doriae de Bornéo. Gonocéphalus, pour l'ensemble du genre, change de couleur, comme des caméléons. Pour révéler leur couleur, il va falloir les détendre ou les stresser. Dans les deux D'accord. cas, ils vont pouvoir le faire. J'aime bien les mettre à l'aise, parce que je suis pas un connard, et les mettre avec de l'eau, parce que l'eau, ça les détend. C'est naturellement rassurant pour eux, Ouais. et ils se remettent à reprendre les couleurs. Donc ce qui est cool avec celui-là, la Doriae, il est un peu plus petit. Il est orangeâtre au niveau du mâle, la queue est orange vive, C'est super. rayé de noir. Quand il est full vénère, il devient tout orange. La partie beige blanche disparaît, il D'accord. devient tout orange. On a quelques petits motifs noirs que tu aperçois, que tu Ouais. imagines un peu. On va être des petites taches, ouais. En mode vénère, ça c'est noir de chez noir. Ok. Lui il s'appelle Bénard. Les femelles, elles sont vertes. Ouais, elle a un très beau vert. Goniosoma oxycéphalum, que j'ai depuis maintenant pas mal d'années. Il est en mu, on va le laisser tranquille. On va le laisser C'est tranquille. dommage, il s'appelle Kairos, il est trop gentil. Il fait un peu plus d'1m80, donc c'est un grand mâle, il est trop chouette. Et il se manipule trop bien. Un serpent qui va muer pendant une période, il va prendre une couleur très blanchâtre, pâle, c'est-à-dire qu'il va perdre la vivacité de sa robe. Et ses yeux vont devenir vitreux, parce que il y a une couche au-dessus des yeux qui va aussi partir avec Ouais, la mue. voilà, c'est ça. Et juste avant de muer, d'un coup, ça va reprendre ses couleurs. Quand ça a repris ses couleurs, là, il va se séparer de sa peau. Ce qu'on peut voir aussi, ça c'est hyper intéressant, tu peux le montrer. Ouais. La vitre aussi est en mue. La vitre est en train de préparer une mue, c'est pour ça qu'elle est complètement blanche. C'est clair. C'est le terrarium le plus haut et donc le plus chiant à nettoyer. j'en étais normal. Donc Et voilà. il adore faire des coups dans l'eau et mettre de l'eau partout. Ouais, ouais, avec la bouse et tout. Ouais. La petite avant-première, c'est maintenant. On est en Incroyable. train de travailler sur une salle de quarantaine. J'ai vraiment la volonté d'être capacitaire, de faire de la repro, etc., comme un capacitaire Bien sûr, le ouais. fait. Et pour ça, on a mis en place une salle de quarantaine dans laquelle on va mettre nos spécimens qui sont en acclimatation, ainsi que la gestion des petits et la gestion des soins. C'est D'accord. parti? Let's Allez, go, c'est par on là. y va. Donc là, c'est un peu le bazar, c'est les travaux. Si on vient par ici, en dehors du fait qu'il y a une peinture à refaire ici, là, voilà, et la plomberie qui est pas terminée, on a mis en fait des espaces de gestion des petits et aussi pour les invertébrés. C'est-à-dire que là, on a notre élevage d'escargots. Ah, on en voit là, ok. Ça, c'est des terrariums qui vont servir plutôt à gérer ça, ou des spécimens qu'on doit isoler aussi. Il peut y arriver qu'on ait des spécimens malades dans la salle tropicale ou qui ont des problèmes, des faiblesses, etc. Donc on a besoin d'avoir un endroit où on peut les isoler. Et la salle de quarantaine, elle est faite pour ça. On a aussi du coup des terrariums d'acclimatation, orientés gonocéphalus évidemment. Ils sont plus simples, moins denses, ok. Et ceux-là pas encore bien terminés parce que les animaux sont arrivés hier. Par exemple ici, une femelle gonocéphalus aboti a eu quelques problèmes de santé là où elle était avant d'arriver chez le Wild. Bon bah là on va avoir des racks, hein, que Ouais. j'ai montré dans certains lives. C'est des racks qui servent principalement pour la majorité d'entre eux à suivre un élevage de blattes. Ok, ouais. Je suis un passionné de blattes, donc j'ai plein de blattes, j'ai plein bien. d'espèces différentes. Super beau. Moi ma préférée, personnellement, c'est Eublaberus distandi. Voilà. D'accord. Ah, La blatte 6 points. ouais, c'est super beau. Trop beau. Et j'aime bien aussi l'idée que tout le
monde soit dégoûté des blattes alors qu'en fait c'est trop bien. Quand j'ai des petites repros, des spécimens que je mets en couple, en termes de recherche, je les fais vivre en couple et tout ça, bon bah moi je les garde quand même. Ouais, bien sûr. J'aime bien parler d'elle, c'est Mera. Mera, c'est une femelle Gonocephalus belli qui a été mise ici pour des raisons de handicap. C'est le pourcentage cotorep de la salle tropicale, c'est ce qu'on dit tout le temps. Elle a un des problèmes physiologiques qui fait que dans la nature, elle serait morte depuis très longtemps. Ok. Elle serait morte depuis vraiment longtemps parce qu'elle voit que dalle. Elle voit pas bien, son corps se développe pas normalement, il se développe atrocement lentement, ce qui fait qu'elle a déjà un certain âge, ça fait des années qu'on l'a et elle a encore le corps d'une adolescente, un petit peu difforme, elle va avoir un corps un peu rond, machin. Elle assimile pas forcément trop bien la nourriture, mais ça fait des années qu'on l'a. Elle survit, elle va bien. Elle aime bien les humains, on peut la manipuler facilement, d'autant qu'en plus elle voit pas très bien. L'inconvénient, c'est que du coup, il faut la nourrir à la main, avec des verres qu'on va vraiment mettre à portée de sa vue, qui est vraiment très mauvaise. On doit en prendre vraiment soin. Bon, certains puristes me diront que c'est de l'acharnement. Je trouve pas. Parce qu'il n'y a pas de gavage, il n'y a pas de forçage. J'ai juste pas envie de la laisser claquer ou de la faire piquer chez un vétérinaire. Ouais. C'est hors de question. Moi, elle survit, ça lui va. Par contre, c'est hors de question de la mettre avec un mâle. On veut pas que ses gènes se répandent. Voilà, il y aura pas de reproduction, il y aura rien. Juste la laisser vivre ses années voilà, ici. c'est ça, bien sûr. Et là, on a mis une petite batterie de terrarium un petit peu plus grand aussi. Dedans, on a des petits projets de terrarium de blattes. Je pense à la Pseudoglomeris magnifica. Ouais, bien sûr. C'est une très très belle blatte. Hein. Pour l'instant, on les élève en boîte comme ça. C'est des blattes arboricoles. Je préférerais les voir dans un terrarium de ce type-là. 30, 45. On va faire des trucs chouettes ici dans cet espace-là. Et ben les incubateurs, bien sûr, quand il y a des ponts, parce que les gonocéphalus, c'est un véritable travail de recherche que je fais là-dessus pour pouvoir comprendre comment on les reproduit en captivité, comment on incube les œufs, etc. Donc il faut des incubateurs. Il faut jamais avoir un seul incubateur dans des contextes comme ça parce qu'il faut varier les températures. Ouais, bien sûr. Il en faut un froid, un chaud, etc. C'est un peu complexe. Et là, on va avoir un congélateur et un frigo pour la partie souris congelée, proie congelée, et le frigo pour la partie fruits, légumes, etc. Faut savoir que toute notre partie élevage, elle est quand même vachement séparé du reste de la maison. Vrai. C'est autosuffisant, les systèmes de chauffage, de clim, l'électricité, c'est pareil. On fait des choses avec les boîtiers déportés pour sécuriser. On fait en sorte que ce soit fait le mieux possible, même si ça reste un truc perso. C'est chez moi, quoi. C'est ça. Ça reste dans ma maison. Ça, c'est le Lomaroser 9000. Le Lomaroser 9000, c'est l'outil le plus utile de la salle tropicale. C'est-à-dire que c'est un pulvérisateur d'eau électrique sur roue. Et ça permet d'envoyer la patate de flotte. Et c'est puissant et c'est sur roulette, donc on porte rien. Ok, ouais. Donc c'est trop pratique. Ouais, tu m'étonnes. La boîte que tu vois là au fond, C'est un petit élevage de criquets, ouais. c'est les criquets, quoi. Parce que les criquets, c'est difficile à maintenir, contrairement C'est vrai, hein. aux grillons. Tu peux pas les mettre dans des boîtes à la con. Tu vois, rien que là, c'est une vieille génération, il y a déjà plein de morts au fond. Mais en fait, les criquets, tu leur mets un petit chauffage, plus de place et de l'aération. Ça tient beaucoup plus longtemps comme ça. C'est Gilles de Donker, un abonné, qui m'a offert cette boîte. Trop bien. Avec la petite lampe intégrée et tout, c'est trop cool. Et du coup, je mets mes criquets dedans. Qu'est-ce qu'ils sont gentils, ces abonnés. Ouais, ils sont trop cool les abonnés. Optimiser les rangements, toujours, voilà, on a un bureau qui a une case ici, un tiroir, donc dans le tiroir on va mettre des petits outils de soins, donc tout ça, ça va être refait, mis en noir, avec un revêtement sur lequel on pourra du coup faire du soin de manière purement hygiénique dans la salle tropicale, avec un process de nettoyage, etc. Et bien sûr, toute l'administration, tous les papiers sont ici, les papiers des animaux, pour ceux qui sont identifiés IFAP, ceux qui ont des déclarations de la préfecture, les factures d'achat, tout est là. Et après aussi, je vois là-haut, t'as des petites étagères pareil. C'est ça, on met des étagères soins. partout, hein. Des caisses de soins avec tout ce qu'il faut pour intervenir quand il y a des problématiques. On a des scalpels, hein, on a des seringues, des électrolytes, on a plein de trucs. C'est vraiment les premiers soins. Ouais, voilà. Au-delà desquels on va chez un vétérinaire. Voilà, c'est ça, bien sûr. Ouais. C'est important aussi de montrer cette partie-là. Ça, par exemple, c'est à part, mais ça, c'est un plateau de tournage qu'on a ici. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça, c'est un plateau de tournage de podcast entre écailles. Entre écailles, c'est un podcast qu'on diffuse sur Spotify, sur YouTube. On invite quelqu'un avec qui on va discuter ce qu'on va faire avec toi juste après. Et ce qu'on a fait avec Marie-Hélène de Zoomètre ce matin. On a un plateau ici avec tout notre matériel d'audiovisuel qui est quand même assez conséquent. Ah, c'est vraiment... Et c'est ici qu'on fait un studio, c'est aussi une salle de musique. On fait de l'enregistrement, on fait des concerts, on fait de la musique et le PC de montage. On aménage un petit salon, on se pose là et on discute, il y a des micros, le cadreur lui, il y a 3 caméras, il y a des plantes partout et ça permet de discuter de sujets de fond, de terrario, hyper diversifiés. On va accueillir Stéphane Roussel, on va accueillir Dorian, à la fois des créateurs de contenu, des artistes, des éleveurs hyper compétents. N'hésitez pas à regarder l'émission Entre écailles, c'est hyper diversifié. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu vois, je disais qualité, regardez les amis. Alors, ça, tu dis ça en montrant le Nikon à la Non, ouais, non, voilà. Ça, regardez-moi ça. On voit que t'es équipé, quoi. Le tournage, après, c'est une passion. Ce que je veux vous dire, c'est d'être super rigoureux sur le suivi de vos animaux. Et là, je vous donne un exemple. Ça, c'est sur mon PC, hein, voilà. Et dedans, il y a tous mes spécimens. Ils sont tous identifiés. Ils ont un numéro unique d'identification. Moi, j'ai pas besoin de l'IFAP pour identifier mes spécimens. D'accord. Ils sont Loma Wild identifiés.
Ils sont suivis à la fois ceux qui sont achetés, ceux qui sont décédés, ceux dont je dois me séparer, les invertébrés, et on a des tableaux de bord avec des graphiques, etc. qui vont répartir les populations qu'on a en proportion. On a autant de pourcents de lézards, autant de pourcents de serpents, tel spécimen, il va avoir tous les commentaires liés à son évolution, a été malade, machin. Et comme ça, tous nos spécimens sont cartographiés. Ils sont suivis. Encore une fois, l'organisation de Loma Wild. C'est pas fait à l'arrache. On a déjà vu pas mal de choses là. Ouais. Ah, il y a Ouais. Ben. Comment il va, Ben? Ben, c'est le cadreur de Loma Ben, Wild. le cadreur, voilà, Mais bien sûr. accessoirement, il est aussi souvent chargé de vaisselle. Merci beaucoup en tout cas pour cette petite visite. Un Pour plaisir. l'invitation aussi. On se retrouvera du coup très vite pour Je tiens à dire que c'est une belle chaîne d'Orient TD. Ah, ben merci Tu beaucoup. fais du bon travail et à tous ceux qui regardent cette vidéo là, à tous les gens qui suivent Dorian, n'hésitez pas surtout avec vos proches à montrer ce qu'il fait parce que Ah bah, c'est un vrai bon gars Ah, c'est gentil. et qui est merci actif beaucoup. dans la communauté terrario française. On essaye en tout cas. On essaie de faire notre max. La vie est belle. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on dit chez Loma Wild? Tu sais retourner ton truc pour qu'on nous voit Bien tous les deux sûr, là? pour terminer la vidéo, les amis. Alors qu'est-ce qu'on dit chez Loma Wild pour dire au revoir à tout Moi, le je monde? dis, les amis, force à vous. Force à vous. Merci beaucoup. Tchuss tchuss. Et voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère surtout que vous aurez apprécié cette belle pièce tropicale de chez Loma Wild. J'ai halluciné en voyant les espèces de lézards qu'il avait, de belles raretés qui m'ont bien tapé dans l'œil. Comme vous l'avez vu, ce mec c'est un multipassionné, et il kiffe tout ce qu'il fait, il fait même des combats de chevaliers, je savais même pas que ça existait encore. Exceptionnel. Le mec a même un titre de champion de burger. C'est une folie. Et je trouve ça très honorable. Les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter pour savoir si la vidéo vous a plu ou non, à la partager, et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir. Merci encore à Loma Wild pour cette belle visite et ces quelques jours avec son équipe. J'ai vraiment kiffé passer ces moments à leur côté. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde!